Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. À l'occasion de ce 10e épisode, j'ai voulu mettre en avant Meriem El-Harichi qui a créé un concept assez unique, de process. Si vous ne connaissez pas encore ce nom, gardez-le bien en tête car en moins de 2 ans, elle a organisé plus de 50 expériences, accueilli plus de 500 participants et collaboré avec plus de 30 personnes. De Process reflète parfaitement sa personnalité, elle est curieuse, authentique et surtout passionnée. On a beaucoup parlé de voyage, de cheminement vers soi et de connaissance de soi, et de son enfance qui a été marquée par un gros accident. Je m'arrête ici pour la petite intro, et avant de lancer l'épisode, je tenais à vous remercier vivement pour votre fidélité et votre écoute. Je sais que je ne suis pas très régulière dans la publication des épisodes, mais vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, donc un grand merci. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira et vous inspirera. Yalla, place à l'épisode. Hello Meriem. Hello Rita. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, au top. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi. En plus, ça s'est fait genre vraiment à la minute. C'était très spontané. Ouais, c'est clair. Trop bien. Écoute, alors on va commencer directement dans le sujet. Et du coup, j'aimerais que tu me parles un peu de ton enfance. Qui était la jeune Meriem ? C'était quoi tes traits de caractère ? Voilà, si tu peux nous parler un petit peu de toi quand tu étais jeune. Je m'attendais pas du tout à cette question. Ok, je replonge dans les souvenirs. Le premier mot qui me vient à la tête, c'est rêveuse. Je pense que j'ai toujours été rêveuse un peu. Et c'est, mon enfance, c'est des phases. Du coup, il y a toujours eu un côté très très curieux et un côté un peu timide aussi. Ok. Et donc au début, c'était vraiment ça, mais c'était cette curiosité qui a toujours été là et qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ouais, donc tu curiosité, retrouves un questionnement, vouloir comprendre les choses et les remettre en question, c'est quelque chose, je pense, qui fait partie de moi depuis que j'étais toute jeune. Ok, ça marche. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Quel métier tu rêvais d'exercer ? C'était une question qui me donnait de l'anxiété depuis toute jeune parce que j'arrivais pas à me décider. En fait, j'ai toujours... des fois, c'était des phases. Je pense qu'il y a une phase où je voulais créer des dessins animés. Ok. Et il y a une phase où probablement j'aurais bien aimé faire du stylisme ou créer des vêtements. Et il y avait toujours cet aspect un peu créatif en fait finalement quand on je quand pense on regarde. Maintenant en réfléchissant les métiers un peu conventionnels, peut-être quand tu es un peu plus grand et que tu penses que c'est la seule chose que tu peux faire, tu commences un peu. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à choisir. Et en fait, c'est pour ça que je choisissais toujours les routes qui me laissaient le plus d'options possibles. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler j'ai fait de un ces parcours routes-là, scientifique au lycée. Ok. Je voulais faire éco à la base, mais après, je me suis dit peut-être que ça va me réduire, fermer les portes. Donc, j'ai fait un parcours scientifique qui t'ouvre toutes les portes. Après, pour choisir un parcours supérieur, j'arrivais pas. Et du coup, je me suis dit que le parcours qui ouvre le plus de portes, où tu te spécialises, mais en fait, tu te spécialises pas, c'est l'école de commerce. Ok. Parce que tu as un diplôme de gestion, mais que tu peux appliquer sur plein de choses. Exact. Et l'entrepreneuriat, c'est très vague. Exact. Donc, j'ai choisi de faire une école de commerce parce que je m'intéressais déjà à l'entrepreneuriat. Ok. Mais j'ai réalisé qu'en fait, une école de commerce, ça te prépare pas à être entrepreneur, mais à être un employé un peu dans le moule, exactement. Dans une entreprise. Et donc, j'ai dû nourrir cette soif ailleurs, à travers du volontariat, à travers des stages avec des entrepreneurs, à travers des activités parascolaires, on va dire, et mes voyages pour retrouver certains exemples et apprendre, apprendre de personnes qui ont entrepris des chemins qui m'inspirent. Ok. Et est-ce que tu as travaillé un petit peu avant de lancer de Process ou pas ? Alors, quand du coup, comme je viens de te dire, j'avais intégré en fait une organisation internationale en tant que volontaire quand j'étais étudiante. Et à la fin de mes études, j'ai été recrutée et c'est là où j'ai vécu en Jordanie pendant 1 an et demi. Ok, trop bien. Donc j'ai travaillé sur le développement de projets et des projets à caractère social, mais qui se focaliser surtout sur tout ce qui est développement de leadership et échanges internationaux.
Et donc, ça m'a permis un peu de développer mes skills sur tout ce qui est gestion de projet. Mais ça n'a pas juste commencé quand j'ai été recrutée, mais même quand j'ai été volontaire, j'ai beaucoup appris avec eux. Ouais. Et avant ça, j'avais fait des stages. J'ai fait un stage dans le conseil aussi, un stage fin d'études, et c'était suffisant pour savoir que c'était pas ton truc. Que c'était pas mon truc. Ouais, ok. Du coup, justement, tu as créé de process il y a 2 ans à peu près, c'est ça, si je me trompe pas? Il y a 2 ans. Et du coup, donc, après la mission chez l'Organisation internationale dont je viens de parler, j'ai bossé, mais je suis rentrée au Maroc. Pour être à côté de la famille, parce mon père n'allait pas très bien à l'époque. Et en même temps, moi, je m'intéressais déjà à l'époque à tout ce qui est éducation, développement humain. Et lui, il travaille dans l'éducation et il a une petite école privée. Donc, je me suis dit que je vais l'aider pendant un petit moment, le temps qu'il aille mieux. Et après, je reprendrai mon parcours professionnel. Donc, à la base, c'était supposé être pour 3 mois ou 6 mois. Mais je me suis retrouvée là-bas, je pense, pendant 1 an et demi. Ok. Et c'était très intéressant. C'était une expérience de gestion de changement et comment améliorer l'école marocaine. Et qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Beaucoup de choses. Ce que ça m'a apporté, en fait, j'ai compris que c'est pas l'enfant. Dans tout le système, le seul élément à ne pas changer, c'est l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on blâme souvent l'enfant quand il ne réussit pas, mais c'est tout sauf l'enfant à blâmer. C'est tout un écosystème. Et tu as l'école, le cadre pédagogique. Aujourd'hui, au Maroc, il y a un grand problème, en fait, en termes de formation pédagogique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, tu as aussi l'élément familial. Comment est-ce que la famille elle éduque l'enfant et voilà. L'éducation commence du sommeil jusqu'à la nutrition, jusqu'au suivi scolaire. Après, tu as aussi, même avant d'arriver au livre et au programme. Donc, c'est déjà plein d'autres éléments. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait en fait énormément de choses à changer et que l'élément humain était l'élément le plus important. Et donc, il faut travailler sur l'adulte pour pouvoir satisfaire les besoins de l'enfant. Et c'est là en fait où j'ai viré un peu vers la culture. Parce que j'ai trouvé que le meilleur moyen, ça s'est fait vraiment très spontanément. J'ai rencontré des gens pendant mon séjour ici au Maroc qui travaillaient dans le milieu artistique. Et donc, j'ai co-organisé un festival d'art avec eux et j'ai rencontré plein d'artistes et j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans l'art et la culture qu'on cherchait à obtenir à travers l'école, mais qu'on n'arrivait pas à faire forcément. En fait, il y a une certaine forme de lucidité, d'expression et aussi de remise en question que les personnes qui s'intéressent à l'art arrivent à faire aujourd'hui. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que... Voilà, c'est plus ludique. Du coup, les gens, ils arrivent beaucoup mieux à s'exprimer à travers ça. Et c'est là où mon parcours un peu créatif, culturel a commencé. Donc, moi, ce que j'ai toujours fait à côté de tout ça, c'est ce que j'appelle du experience design. Donc, j'ai commencé à faire du conseil pour particuliers, pour des organismes aussi. J'ai bossé avec l'UNICEF. Donc, je vais créer une expérience autour du besoin du client et de sa cible. Par exemple, avec l'UNICEF, la cible, c'était des jeunes et le besoin, c'était de les former pendant le Covid sur l'utilisation du vlogging comme un outil d'expression. Donc, moi, je vais créer toute l'expérience derrière. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet objectif ? Quels sont les modules qu'on va intégrer ? C'est un peu de l'ingénierie de formation, mais pas que. Et en même temps, j'ai fait la même chose avec un artiste canadien qui avait toute une collection personnelle d'art soufi. Et qui voulait raconter une histoire. Mais du coup, on a dû trouver cette histoire. Parce que lui, il y a une histoire il y a des histoires académiques, comme il y a des histoires personnelles. Et donc, on a juste créé l'histoire ensemble et l'expérience de la personne qui va assister à son expo. Et donc, c'est là où j'ai commencé. Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, surtout avec lui, je pense là, en prenant du recul, à comment est-ce que son exposition était aussi un moyen de raconter son histoire. Et donc, c'est comme ça que ça a évolué. Et à un certain moment, j'ai requitté le Maroc, du coup, en quête d'inspiration.
Et honnêtement, je pensais pas revenir. Ok. Pourquoi parce que mon expérience, quand même, quand je suis rentrée au Maroc, elle était un peu frustrante, je pense, pour moi. Il y avait beaucoup de frustration. Peut-être que je me suis habituée à travailler dans un environnement qui est beaucoup plus rapide et stimulant. Okay. Et au Maroc, j'ai pas forcément retrouvé ça, surtout dans l'éducation. Ouais. Je suis sûre qu'il y a d'autres milieux qui sont meilleurs, mais voilà, à l'époque c'était ça, mais c'était aussi un manque de valeur des fois que j'avais du mal à gérer personnellement. Okay. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de repartir, mais j'avais pas de destination fixe, donc j'étais un peu nomade pendant un petit moment. Et donc t'es allée où ? Et donc, je suis allée en Asie à la base. Donc, moi, j'ai déjà vécu en France, en Jordanie. J'avais fait des séjours pendant le Maroc. Je partais entre l'Égypte, l'Estonie. J'ai fait l'Allemagne, l'Espagne. Je faisais 1 mois et je revenais 1 mois au Maroc et je repartais. Ok. J'avais besoin de me recharger. Mais là, c'est bon. Quand je suis partie en Asie, je suis partie du coup avec l'intention de ne plus revenir. Okay. Et donc, j'ai fait la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande. Et je devais partir au Vietnam. Okay. Et à un certain moment, je sentais que, en fait, je n'avais plus besoin peut-être de vagabonder, comme on dit, mais plutôt de stabilité. Et je réfléchissais à où, du coup, est-ce que j'aimerais créer cette stabilité. Et là, il y a eu le Covid. Ok. Donc, tu avais le temps de trouver cette stabilité, finalement. Donc, en fait, j'ai même pas eu le temps de répondre à cette question. Il y a eu le Covid. Okay. Je me rappelle, j'étais en Turquie. Je voulais faire un passage en Iran, mais par voie terrestre. Okay. Mais j'étais bloquée en Turquie, du coup. Ouais, du coup, vu que les frontières étaient fermées, ouais, ok. Et voilà, je suis restée bloquée là-bas pendant 6 mois. Et à l'époque, c'est là où j'ai travaillé avec l'UNICEF en Turquie, du coup, sur le projet dont je t'ai parlé. Et dès qu'ils ont réouvert les frontières, je suis rentrée voir ma famille. Ouais. Mais du coup, tu pouvais rentrer, mais tu pouvais plus ressortir. Ouais. T'es restée bloquée, du coup. De l'autre côté. Du coup, je suis restée bloquée de l'autre côté. Je savais que j'allais rester bloquée, mais je savais pas combien ça allait durer. Ouais. Est-ce que tu avais pour projet de repartir ? Oui. Ok. Oui, c'était vraiment juste venir pour voir mes parents, m'assurer que tout le monde va bien. On savait pas ce qui allait se passer. C'était une pandémie. Ouais. Mais du coup, repartir, c'était compliqué parce que tous les autres pays aussi, il y en avait plusieurs qui fermaient leurs frontières aussi. Donc, il fallait attendre un peu. Et du coup, entre-temps, c'est là où j'ai redéveloppé cette anxiété de... Tu vois, je commençais à avoir un rythme très, très au ralenti. Conventionnel, sédentaire, ralenti, comme tu veux. Et je voulais revoyager. Mon instinct était de chercher sur Skyscanner, mais de voir qu'il n'y a pas de vol à partir du Maroc. Ouais. Et à un certain moment, je me suis dit, c'est plus possible, je ne peux plus faire ça. Ouais. Mais du coup, tu étais quand même bloquée, donc c'était quoi ton échappatoire ? Du coup, je l'ai remis en question pourquoi est-ce que le voyage était tellement important pour moi. Ouais. C'était vraiment un moment de réflexion. Ok, je ne peux pas voyager, mais pourquoi le voyage ? Et c'est là où j'ai commencé à écrire et j'ai compris que finalement, en fait, le voyage n'était qu'une expérience qui rassemblait certains éléments qui, du coup, m'aidaient à être... plus à l'aise, du coup, avoir une meilleure qualité de vie. Donc, c'était 3 éléments essentiels. Le premier, c'était les gens que je rencontrais. Il y a une communauté de voyageurs incroyable quand on voyage. Les histoires qu'ils ont, ils sont très inspirantes aussi. Ouais. Et il y a une qualité de lien, en fait, qui est très, très spéciale. Chose qu'on n'expérimente pas forcément dans la vie au quotidien. Okay. Et les plus authentiques, en fait, tout ce qui est critères sociaux n'existe plus quand tu es dans la communauté de voyageurs aussi. Mais surtout que c'est quelque chose qui est assez présent quand même, surtout au Maroc, je trouve. Comment ? Je disais, c'est quelque chose qui est assez présent, surtout au Maroc, je trouve. Mais pas qu'au Maroc. Dès que tu rentres en fait dans le mode de vie conventionnel, je pense que les gens, voilà, ils ont... Parce que ils aspirent à quoi au final ? À travers la vie professionnelle, on aspire à... Je pense à gravir les échelons. Exactement. Et du coup, pour nous, le seul critère qui existe, inconsciemment, c'est le critère avec lequel on valorise les gens, c'est aussi ça. Et donc, c'est très difficile. Aujourd'hui, on commence à revenir
vers des valeurs qu'on avait auparavant, ce qui est très sympa. Mais à l'époque, moi, je trouvais ça très difficile de trouver des espaces où j'allais rencontrer des gens et tisser des liens qui étaient authentiques, ici, sur place. Surtout que la plupart des gens, voilà, ils ont un rythme, une routine quotidienne et c'est bon. Donc, tu avais ça. Donc, le premier élément, franchement, c'était les liens et la qualité de mon cercle social. Le deuxième, c'était la stimulation. Quand on voyage, on va souvent voir de nouvelles choses, découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle culture. Mais aussi ces gens-là que tu rencontres pendant ton voyage qui vont te raconter leurs histoires. Donc, ça stimule un peu la créativité. Et donc, c'est quelque chose qui me manquait parce que quand tu es chez toi, il y a beaucoup moins de stimulation. Et le troisième élément, et je pense que ça, c'est vraiment l'Asie, j'avais pas ça auparavant, c'est l'environnement. Parce que là-bas, tu es très connecté à la nature. C'est très, très beau. Tellement qu'à un certain moment, ça devient comme acquis, tu vois. Et en rentrant au Maroc et voyant des immeubles et que du béton, et surtout pendant le Covid, on sortait pas beaucoup et tout, t'as ressenti un peu ce manque? J'ai ressenti beaucoup de manque. Et j'ai compris aussi l'importance de l'environnement dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus consciente que faire le même travail dans deux environnements différents, il y aura un résultat qui n'a rien à voir. Tout dépend de où tu es. Parce que vraiment, ça peut tout changer. Et donc, voilà, c'était 3 éléments. Et à un certain moment, je me suis dit, si c'est rencontrer des gens intéressants, découvrir de nouvelles choses et être dans des espaces qui sont sympas, il n'y a aucun élément ici qui dit que ça doit être à l'étranger. Et peut-être que ça n'existe pas, mais que je peux créer une expérience où je peux vivre ça là où j'habite. Et qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ressentent le même besoin. Donc c'est venu vraiment d'un besoin personnel, d'une manière très très spontanée. Je pense que j'ai eu 36 000 idées de projets auparavant où j'ai jamais avancé vraiment. Mais ça, c'est venu d'un besoin personnel. Et donc, ce qui fait que ça m'a poussée à agir sans pour autant avoir à tout planifier. Tu vois, des fois, on se perd dans la planification. Et là, je me suis dit, c'est le seul projet où je vais pas trop planifier. Certes, j'ai pris un peu de temps pour poser mes idées, mais pas trop. Et la première question, c'était, OK, quel est le type de personne que j'aimerais bien rencontrer et quel type d'expérience ou de découverte intéresserait ces personnes-là et m'intéresserait moi aussi, évidemment. Et donc, c'est là où, pour moi, c'était des gens qui étaient à la recherche d'eux-mêmes, mais aussi qui sont très curieux et qui veulent découvrir de nouvelles choses, en général. Mais de nouvelles choses, et pour moi, la meilleure manière de découvrir quelque chose, c'est de la découvrir à travers les yeux d'une personne passionnée. Donc, je suis partie à la quête de personnes passionnées avec lesquelles je pourrais créer des expériences. Ou ça, via Instagram, ou c'est des gens que tu connaissais? C'était du bouche à oreille. Donc, j'ai commencé à parler aux personnes proches de l'idée que j'avais en tête. Et ils allaient me présenter certaines personnes, on me parlait de certaines personnes. C'était aussi un feeling. Je pense qu'on m'a présenté plusieurs personnes, mais qu'à un certain moment, pour moi, le côté passionné était essentiel. Tu vois, c'est pas juste que tu fais quelque chose, mais pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce qui t'a mené à faire cette chose. Et c'est là aussi où j'ai rencontré des personnes magnifiques. Et ça m'a beaucoup inspiré de les côtoyer, de co-créer avec eux. Et il y en a avec qui on a grandi ensemble. Parlant d'un petit coucou à Loubna. Grave, spécial dédicace. Spécial dédicace, Loubna. Add Something sur Instagram. Something sur Instagram, qui maintenant est au Canada. Ouais, exactement. Beau parcours. Donc voilà. Ok, cool. Et du coup, donc, aujourd'hui, c'est un projet que tu as mené à bien et qui a l'air d'être assez successful. Tu as organisé plus de 50 expériences, accueilli plus de 500 participants et tu as collaboré avec plus de 30 personnes, ce qui est assez huge en aussi peu de temps. Comment est-ce que tu es parvenu à donner un peu de notoriété à ton projet? Comment ça s'est passé? Je pense que ce qui a déjà aidé à la base, c'est le fait que c'était plus ou moins unique. Il n'y avait pas... Il y a toujours pas. On me pose souvent la question. Il y a des... Je vais pas dire... On peut penser qu'il y a des expériences similaires. Il y a plein d'ateliers qui se passent aujourd'hui. Mais vraiment, de process, c'est beaucoup plus qu'un atelier. C'est une expérience où on découvre le monde d'une personne. On découvre
aussi on tisse des liens avec une communauté. On est en train de créer une communauté. Et du coup, je pense que ce qui a créé la notoriété, c'est que quand les gens y venaient participer, je raconte l'histoire. Ouais. Et ils voient que c'est différent, ils voient qu'il y a quelque chose et ça leur parle. Donc beaucoup de bouche à oreille, je pense aussi. Beaucoup de bouche à oreille. C'est beaucoup de bouche à oreille et c'est grâce à ces personnes-là qui ressentent le même besoin, mais qui croient tellement en ce que j'ai voulu créer. Aussi que ça a pu être ce que c'est qu'aujourd'hui. Mais vraiment, je pense que c'est ça quand on parle du pouvoir du storytelling. Parce que le pourquoi il est très important. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Et donc c'est ce qui a créé la notoriété à côté de l'innovation, le fait que ce soit quelque chose de différent, que ça rapporte et que ça réponde à un besoin très très présent, surtout après le Covid, chez d'autres personnes aussi. Ok, parfait. Donc du coup on va clore un peu le volet de process et parler un petit peu plus de toi, de tes expériences passées. Et il y a une chose qui m'intéresse, c'est le fait que tu aies énormément voyagé. Tu as voyagé en Asie, tu as voyagé en Europe, tu as voyagé un petit peu partout. Et j'aimerais savoir quel est le pays ou la région qui t'a le plus marqué et pourquoi. Qu'est-ce que ça t'a le plus apporté et comment ça a contribué un peu à ton éveil sur ton cheminement? C'est une question qu'on pose souvent aux gens qui voyagent beaucoup et c'est une question très délicate parce que c'est comme quand tu as plusieurs enfants et quand tu demandes de choisir qui est ton enfant préféré. Et en fait, au final, moi ce que je dirais, c'est que ce qui fait qu'un pays peut-être en fait, c'est les expériences que tu vis dans un pays qui font de l'expérience qu'elle est vers la fin. Et je sais pas si... Ouais, je vois. Et c'est les gens que tu vas rencontrer des fois dans certains pays qui vont changer ta vie, pas forcément le pays lui-même. Ok. Donc est-ce qu'il y a une rencontre dans ce cas-là, dans un pays en particulier qui t'a marqué? Il y a eu... Mon séjour en Asie était très très fort, mais aussi parce que j'étais c'était après un burn-out en fait. Okay. Et du coup, en Asie, le pays qui m'a le plus, je pense, marqué, c'était la Thaïlande. Parce que j'avais déjà pas planifié de partir en Thaïlande à la base. Ça s'est fait spontanément parce que j'ai rencontré des gens sur le chemin qui partaient aussi en Thaïlande. Et donc... Ce qui m'a marqué dans le pays, c'était déjà, après la Malaisie et l'Indonésie, tu pars en Thaïlande, c'est très différent culturellement parlant. C'est un pays qui a aussi un patrimoine culturel très, 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 très riche. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé. Et tu peux le sentir dans l'énergie des gens et leur mindset. Ils sont tellement chill. Et je pense décomplexé. Ou du moins c'est ce que j'ai ressenti et que vraiment c'était genre tu pouvais ressentir que l'énergie du pays était différente. Après il y a eu dans chaque pays en fait j'ai eu des tu vois, en Malaisie je suis restée dans une auberge du coup qui était très intéressante. Il y avait un groupe de voyageurs. Tu avais une Espagnole, deux Iraniennes, une Chinoise, deux Irakiens, un Palestinien, un Japonais, un Portugais. Bon, jusqu'à là, tout est bien, mais l'élément le plus important, c'est que 60% de ces personnes-là ne parlent pas tous la même langue. Mais je suis rentrée et j'ai vu des gens qui éclataient de rire, qui cuisinaient chaque jour et qui allaient manger comme une famille. Et qui utilisaient Google Translate pour comprendre les... Et donc moi, quand je suis arrivée, vu que je parle plusieurs langues, j'ai pu un peu faire la traduction, mais j'étais hyper étonnée et de me dire que finalement, franchement, c'est même pas la langue. C'est une prédisposition, c'est une ouverture d'esprit, c'est une authenticité qui fait que, je sais pas, c'est quelque chose qui fait que ces gens arrivent à tisser ces liens. C'est même pas la langue, c'est même pas d'avoir ni une langue commune, ni un background culturel commun. Et donc, franchement, ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Après, la Turquie est un pays que j'aime beaucoup aussi, parce que j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. C'était mon tout premier pays où j'ai été 2 mois toute seule. J'ai fait du volontariat.
Et donc, c'est surtout parce que voilà, c'est ton premier. Donc c'est pas le premier, mais c'est le premier que j'ai fait toute seule. Ouais. Donc ça, parce qu'avant, j'ai voyagé avec les parents, c'était différent. Là, j'avais 18 ans, je suis partie pendant 2 mois. Et comment tu t'es décidée à partir toute seule? Parce que du coup, tu as voyagé énormément toute seule. Est-ce que c'est pas quelque chose, enfin une décision déjà, qui est difficile à prendre, et même sur place, est-ce que c'est pas trop compliqué au quotidien? D'être seule? Ouais. En fait, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que des fois, tu voyages seule, mais tu es beaucoup moins seule que si tu voyages avec quelqu'un. Ça veut dire que quand tu es seule, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer des gens et de te faire de nouveaux amis que quand tu voyages avec ton meilleur ami ou avec ton conjoint ou ton partenaire. Tu es beaucoup plus ouverte, peut-être. Tu es beaucoup plus ouverte parce que tu veux rencontrer du monde. Après, je dirais aussi, ça dépend des destinations. Genre, il y a des destinations, l'Amérique latine ou l'Asie, le voyage solo est beaucoup plus... C'est quelque chose qui est déjà habituel, c'est courant. Et c'est comme si l'expérience est prédisposée pour toute personne qui a envie de le faire toute seule. C'est très sécurisé et tu peux beaucoup plus facilement rencontrer des gens en solo. Peut-être il y a des pays où ça va être moins évident, si tu le fais au Moyen-Orient, où il n'y a pas beaucoup de structures. Genre, les structures d'auberge que tu retrouves en Asie, comment elles sont faites, les espaces en commun que tu as, c'est des espaces qui ont été créés pour tisser des liens entre les voyageurs. Si tu pars et que tu voyages dans des pays où il y a moins de structures qui ressemblent à ça, par exemple au Maroc, je pense avant on n'avait pas d'auberge, il n'y avait que des hôtels, et donc forcément ça va être plus solitaire, tu auras beaucoup plus de difficultés à rencontrer des gens. Maintenant, il y a des voyages où je suis partie dans des expériences, par exemple faire du volontariat, il y a des gens qui vont te recevoir, des gens du pays. Des fois, je logeais, aussi tu as le couchsurfing où tu peux loger chez l'habitant. Et donc, tu rencontres de nouvelles personnes et tu fais partie de leur famille pendant quelques jours. Donc, cet élément solitaire-là, il y aura des moments où tu vas te sentir très seule, certes. Mais il y aura aussi des moments où tu vas sentir que voilà, genre tu rencontres énormément de personnes en un temps très très court. Et du coup, c'est quoi le pays que tu voudrais visiter prochainement? Visiter prochainement, il y a un pays où j'ai déjà été, mais je repars bientôt. Je pars aux Pays-Bas. Parce que en fait, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup, où leur culture m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec les Néerlandais toute ma vie. Pourquoi? Je sais pas. En fait, non, je sais, mais ils sont très axés valeurs. Peut-être très droit aussi. Comment? Très droit, peut-être. Droit aussi. Avec une flexibilité, avec une certaine aisance. Il y a un exemple que je dis normalement, je le dirai après. Mais voilà, ils sont sérieux, mais en même temps, ils sont flexibles dans la discussion et dans la remise en question. Et aussi, quand tu vois, c'est un pays qui prend très au sérieux l'élément écologique. Et il y a beaucoup d'innovations, énormément d'innovations. Ils ont été les premiers à instaurer une loi par rapport au travail à distance pendant le Covid. Ils sont très avant-gardistes, je trouve. Mais c'est surtout, au début, c'était très spontané. C'était en commençant à travailler avec eux que je retrouvais une certaine forme de plaisir à discuter et à échanger les idées. Et c'est devenu de plus en plus fréquent. À chaque fois que je rencontre une autre personne des Pays-Bas, ça se développe et ça se développe. Il y a d'autres cultures que j'aime bien, mais avec eux, c'était genre, je n'ai eu aucune mauvaise expérience jusqu'à aujourd'hui. Et récemment, j'ai juste envie de repartir, genre, pour renouer un peu le contact et voir peut-être si je pourrais faire autre chose un peu là-bas, parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Mais voilà. Ok, clair. C'est pas aussi exotique peut-être que des pays... Mais par contre, j'ai envie de faire un peu plus l'Afrique. Il y a d'autres choses à voir en Afrique. Du coup, le Kenya, Tanzanie, Mozambique, et pas juste le truc... Moi, je voyage pas en mode touristique dans un hôtel. À la plage. Je veux partir à la rencontre de l'Afrique, des Africains. C'est une destination aussi qui me... On y est, mais on pense pas forcément de l'Afrique subsaharienne, juste pour rectifier. Parce que j'ai déjà été en Égypte.
Mais sinon, je pense que c'est la seule destination. Ouais, parce qu'on est aussi africain et il y a une part de nous avec laquelle on devrait se reconnecter. C'est clair. On a tellement vu en haut qu'on oublie en bas. Complètement. Alors qu'en fait, en réalité, on fait plus partie de en bas que. Mais la richesse qu'il y a en bas, la richesse culturelle, l'authenticité qui reste toujours. Et hier, avec des amis, on en parlait, mais c'est aussi un sujet qui m'intrigue depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'on a comme... quand on part dans des villages et qu'on trouve des gens qui vivent toujours d'une manière traditionnelle, et aujourd'hui, tu vas trouver plein de reportages qui partent à la visite de ces villages-là et qui vont exposer des modèles de gens qui ont été sauvés de cette réalité et qui ont été, qui ont eu la chance d'intégrer le monde moderne et de faire des études dans de grandes villes. Et c'était un documentaire qu'ils avaient exposé quand j'étais à Bali. Et là, je me suis posé la question, pourquoi, qui aujourd'hui a j'ai envie de dire je sais pas c'est quoi le terme, mais comment est-ce qu'on peut prétendre... la légitimité. Qu'une vie dans une ville, dans une métropole et la vie moderne, aujourd'hui, c'est... la meilleure qualité de vie qu'une personne peut avoir. Et c'est presque quand tu vois ces documentaires-là, tu vois toujours des enfants qui sont heureux, qui ont une certaine forme de bonheur. Alors il y a d'autres personnes qui vont te dire oui, c'est parce que toi tu vis pas cette vie qu'aujourd'hui tu arrives à dire ça. Mais non, mais c'est juste cette remise en question. Et moi aujourd'hui je pense qu'on est en train de revenir vers l'essentiel. Vers le minimalisme, vers la connexion avec la nature, vers tout ce qu'on a créé et qui finalement est juste superflu, quoi. Exactement. Ouais, complètement. Ok. Alors avant de finir l'interview, il y a une question que je voudrais te poser qui m'a beaucoup marquée. J'ai écouté une interview de toi sur Média, du coup, pour préparer mon interview. Et le truc qui m'a marqué, c'est que tu es une grande brûlée au 3e degré. Et je voudrais savoir, donc tu as été grande brûlée au 3e degré quand tu as eu 6 ans. Tu t'es brûlée avec des bougies. Et je voudrais savoir comment tu as réussi à dépasser ça, en fait. Parce que généralement, quand tu es enfant... en fait, c'est à ce moment-là qu'on commence à sociabiliser. Il y a beaucoup le regard des gens qui pèsent sur nous. Pareil, surtout à l'adolescence, quand on devient jeune adulte. Comment est-ce que toi, tu as réussi, tu penses, à surmonter et peut-être même à créer ta personnalité autour de ça? Je me suis toujours posé la question, est-ce que ça aurait été plus difficile ou plus facile si j'avais vécu ça dans un âge plus avancé? Et je pense que c'était un âge où j'étais consciente, mais pas très consciente en même temps. Et du coup, peut-être que ça... J'ai envie de dire que ça a facilité peut-être un peu les choses. Ça veut dire que... En fait, c'est comme... Parce que si j'aurais vécu cet accident-là après, j'aurais eu plus ou moins un avant et un après. Mais là, c'est presque... Ça fait partie de toute ma vie. Genre, j'étais enfant et il y a 3 ans de mon enfance dont je me rappelle presque pas. Et du coup, tu as... 3 ans encore, mais voilà, des souvenirs qui sont assez vagues. Et là, tu te connais toute ta vie avec... Genre, tu commences ta vie de plus ou moins mini-adulte, enfant, avec cet événement-là. Donc, peut-être que, du coup, c'était... Peut-être, je me dis, parce qu'aujourd'hui, je reçois des fois des messages. Une fois, j'ai posté une photo, c'était un peu... Juste une photo pour exposer... Je pense que j'en ai jamais parlé, tellement j'ai intégré la chose en moi et je ne me positionne jamais en tant que grande brûlée. Ce n'est pas un élément qui me définit forcément. Je sais pas, c'était juste c'est un accident et on avance. Mais après, à un certain moment, il y a eu quand même une partie en moi qui a voulu partager l'histoire et surtout parce que je pense que à un certain moment... C'était difficile, mais c'est comme si la difficulté est devenue normale pour moi. Et à un certain moment, je voulais juste mettre en avant cette histoire-là et la partager. Et j'ai commencé à recevoir des messages d'autres personnes, peut-être à cause du hashtag. Et je pense que les gens qui ont ce type d'accident dans des âges plus avancés, ils ont beaucoup plus de difficultés à l'accepter. Donc il y a cette question d'âge au premier lieu. Après, tu as l'environnement. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ma première devise, c'est les gens qui t'entourent.
Ouais. Et donc, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une école maternelle primaire où on a grandi tous ensemble avec les mêmes enfants. Donc, plus ou moins, ça a facilité la chose. Les gens, ils ont su ce qui s'est passé. Ils me connaissaient avant, ils me connaissaient après. Ouais. Il y avait le support system qui était un peu préétabli. Et mes parents aussi ne m'ont jamais victimisée, en fait. Ouais. Et même, je me rappelle même l'année où j'ai eu mon accident, ou un peu juste après, les attentes envers moi et envers mes frères et sœurs n'étaient jamais différentes. J'ai toujours... c'était pas mskina. Ils te le faisaient pas ressentir, quoi. Pour toi, c'était un truc qui t'était arrivé, fine, maintenant, let's move on, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, peut-être que c'est ce qui m'a aidée aujourd'hui à avancer et à ne pas rester un peu bloquée dans ce cercle un peu de victimisation. Super. Quel est ton motto dans la vie ? Est-ce que tu as une devise, donc tu disais un peu plus tôt son entourage il y avait un truc en anglais avant, on disait « Your network is your net worth ». Et ça, c'est vraiment côté business où les gens ils parlent de tu peux évoluer professionnellement. Mais pour moi, your quality of life depends on the quality of people you surround yourself with. Ouais. La qualité de ta vie elle dépend de la qualité des gens que tu choisis d'accueillir dans ton quotidien. Et donc, si tu n'es pas satisfait de qui tu es aujourd'hui, c'est que forcément... aussi, tu n'es pas satisfait de la qualité des gens qui t'entourent. Et donc, la première chose à remettre en question, c'est les gens que tu fréquentes quotidiennement. Il y a une étude qui a été faite, un chiffre qui a été donné, je crois que tu es ta personnalité et la somme des 5 personnes avec qui... exactement. On est des êtres sociaux et à un certain moment, voilà, on s'inspire de ce qu'il y a autour de nous. Il n'y a aucun être humain qui a une personnalité. Genre, moi, j'ai même vu un enfant qui a grandi... C'est une histoire un peu... qui n'est pas très sympa, mais voilà, c'est un enfant qui a grandi avec des chats. Ouais. Et c'est un enfant qui a des instincts de chat. Ouais. Et donc, automatiquement, en fait, l'être humain, inconsciemment, on voit des choses, on les applique, on normalise des choses. J'ai n'importe quoi. Je me rappelle, avant d'habiter en Jordanie, au Maroc... voir des femmes fumer ou la chicha était quelque chose qui était vu comme très très mal. Ouais. Et donc à l'époque, c'est moi l'idée que j'ai en tête. Après, tu pars en Jordanie, tu rentres chez les gens et tu vois une grand-mère qui tient la chicha, qui est en train de fumer à côté de ses grands enfants. Et à un certain moment, après 2 ou 3 mois, la chicha est devenue un truc très normal pour moi. Ouais. Et donc c'est là où je me dis, en fait, c'est quand tu voyages et que tu vois comment inconsciemment il y a des idées qui changent en toi, c'est là où tu vois le pouvoir de l'environnement qui t'entoure. Ouais. Même si toi, tu te dis que non, tu as des idées figées, le temps que si tu restes beaucoup avec des gens, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit si tu côtoies des gens plus de 40 jours, tu fais partie d'eux à un certain moment. Donc ma devise, c'est ça, people. Cool. Ma dernière question, est-ce qu'il y a une personne que tu trouves inspirante au Maroc et que je pourrais inviter sur le podcast ? Est-ce qu'il y a une personne que je trouve inspirante et que tu aimerais écouter, dont tu aimerais écouter la personne qui me vient en tête, c'est une personne que j'ai vue hier et c'est aussi une jeune marocaine entrepreneuse. Okay. C'est Kenza Alaoui de Kenza Clay. Ok, je connais ce truc. Ok, je connais sa page. Okay. Et Kenza, elle a un parcours très très riche aussi. C'est une personne très intéressante et qui bosse mais à fond. Mais c'est quelqu'un qui a fait de Tahia, qui vraiment créé un projet aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Et sa vision de voir les choses et son côté très structuré, je pense, pour une personne qui a un déficit d'attention. Je l'admire. Donc je dirais Kenza, mais il y en a tellement d'autres, mais Kenza... Ok, ça marche. Écoute, c'est noté, je me renseignerai. Cool, merci beaucoup Mariam. Allez, à toutes. Bye. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.